Mephistored! 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 Oh, Warpstone Glow! On y va! Bienvenue au balado Soirée Peinture, fièrement commandité par l'Abysse. Aujourd'hui, épisode 92, on est de retour avec un David nous éduque. Donc, David, tu m'as pas dit exactement c'était quoi le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu une surprise pour moi. Fait qu'à moins que tu nous jases de Warpstone Glow, je vais vivre une surprise. Fait que j'aurais tendance à tout de suite te lancer la parole. David, Phil, es-tu prête à ce qu'on se fasse éduquer? Non, mais vas-y. Comme qu'on dit, la préparation, c'est la moitié de la bataille. Il reste juste l'autre moitié à faire. David, éduque-nous. D'accord. David nous éduque. Alors aujourd'hui, je vous ramène mon magazine favori. Ah, le retour du Wargame Magazine. Il nous sponsor toujours pas. Hein. Non, mais on travaille fort. Là. Wargame Soldier and Strategy, numéro 128. La thématique de cette fois-là, c'est The Rise of Napoléon Bonaparte. Fait qu'un petit peu... Non, il n'y a pas de Waterloo, c'est à la fin. Ça fait que c'est vraiment avant Waterloo. Avant? Hey, je suis content que tu... C'est comme un preemptive strike avant qu'on te demande si c'était Ouais. Waterloo. Tu t'es dit, je vais le dire. Ouais. Il s'est dit, je vais le dire, ils vont le dire. Ouais, je suis un peu déçu. Il nous a pas laissé l'opportunité de pouvoir se tromper. Non. Il voulait pas nous laisser dans notre inconfort. Cette fois-là... Il a fait de l'évitement. Ouais. Je voulais vous parler, il y a un éditorial, une colonne de Richard Clark. C'est un beau dessin de Richard. lui, là, qui est... Mais quel gaillard. Le- Quel Oui. gaillard. Oui. Mhm. Séduisant. C'est le gars de Too Fat Lardies qui édite les jeux de Too Fat Lardies. Encore là qu'on se rend. Eh oui. Là, j'ai dit séduisant, t'as dit tout fat lardy. Hop, tout d'un coup, moins séduisant. Mais Je trouve ça intéressant parce que son article est à propos de devenir game designer puis d'éditer ses propres jeux de figurines. OK. Puis je l'ai lu, puis je me suis dit, il y a des petits détails intéressants. Beaucoup d'entre nous, on achète nos règles puis on joue les jeux qui nous sont proposés par des compagnies, mais de la façon dont lui parle, il y a beaucoup de gens qui l'approchent sur hey, comment je fais pour faire mes propres règles puis méditer, etc. Fait que je trouvais ça intéressant de voir un peu ce côté-là des gens qui veulent développer des règles par eux-mêmes. Ben oui. Fait que ce qu'il nous dit, je trouvais ça intéressant, il dit faire des règles de jeu de figurines, c'est relativement facile. La vraie difficulté, c'est de faire des règles auxquelles n'importe qui voudrait jouer. Il marque un point, là. Hein? Ouais, parce que je peux pas changer les règles de roche-papier-ciseaux demain matin, c'est jeu. Mais s'il y a personne qui veut jouer à mon nouveau roche-papier-ciseaux, ça sert à rien. Ouais. Ou t'es Hein? la, As-tu d'autres exemples de même? ou t'es la personne qui a eu l'idée de mettre Allumette là-dedans puis que ça a pogné. Qui a décidé que Allumette c'était legit? C'est pas canon. Ah! Non, Allumette, c'est pas canon. Roche-papier sur non. Allumette, non? Nope. Non, c'est pas canon. Nope. On va pas aller là. La controverse, c'est non. Ben justement, Justement, parlant de controverse et d'allumettes, Too Fat Lardies, ils ont passé au feu. je voulais te citer, il dit, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, il dit « How do I become a rule writer? » Puis sa réponse c'est « Don't bother unless you have a thick skin. » Quand je vois comment la communauté souvent traite les gens qui ont écrit des règles ou des suppléments, je me dis « Ouais, c'est un bon conseil, t'es mieux d'être préparé pour les critiques. » Je suis tellement d'accord. C'est tellement un excellent conseil. Souvent, les gens vont parler de l'argent qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Lui, il a parlé de santé mentale. Bravo! Bravo, Richard! Fait que, il dit, la plupart des règles, les règles d'un jeu, tu peux partir avec des règles vraiment de base. Là, tu parlais justement de roche-papier-ciseaux, mais ton infanterie bouge de 6, ta cavalerie bouge de 12, tu lances des dés de 6, puis tu touches sur des 6. Tu pourrais partir de ça. Mais ce qui va manquer, si tu fais juste ça, c'est le style. Puis pour qu'un jeu fonctionne, lui, ce qu'il dit, c'est que ça te prend du style
Il faut que ça crée des étincelles Ce qui est logique. pour que le monde soit intéressé et qu'il continue à le faire. Fait que le jeu, il y a 3 choses qu'il dit. Ça doit divertir, ça doit inspirer, ça doit donner une expérience agréable. Fait que exactement tout ce que la 10e édition fait pas pour moi. Mais oui, mais c'est Exactement bon point. tout ce que Warhammer 40K 10e édition fait fuck all. Quand je joue à Warhammer 40 000 10e édition, j'ai faim. C'est ça qui arrive. Je Ouais. pense à ma liste d'épicerie. Mais il doit y avoir des gens que ça divertit, que ça Clairement. inspire, puis que ça donne une expérience agréable. Mais après, je pense que c'est ça crée. Ça va chercher un autre marché duquel on fait peut-être pas partie. Clairement. Il dit c'est bon d'avoir des nouvelles idées. Mais, puis je pense que le monde demande souvent des nouvelles idées, puis quand il y a des vieilles façons de faire qui restent longtemps, des fois les gens se disent ah, il est temps de passer à autre chose. Là. Mais il dit il y a quand même un certain conservatisme inné qui aime ce qui est familier. Ben oui. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est que la nouveauté, ça doit être l'assaisonnement puis pas ton plat principal. Oh, on est rendu dans le culinaire. Ouais. Ah, C'est- mais. Vas-y. Puis ça me faisait penser, on avait écouté l'entrevue de Ash avec Chris de Lords of War. Ouais. Quand il parlait de justement Warhammer 40 000, il disait c'est intéressant, mais j'aime ça quand je suis familier, j'achète une nouvelle édition d'un jeu puis que je suis familier avec le jeu. Là, j'ai pas cette familiarité-là avec la 10e édition. Je trouvais que ça illustrait bien ce que Richard Clark nous disait, la recherche de quelque chose de familier. Ben, tu vois, d'un autre côté, les éditions que j'ai le plus aimées, en général, c'est les éditions qui, à la limite, jetaient par la fenêtre qu'est-ce qui existait déjà. Tu sais, mettons, 8e édition de Fantasy, intéressant, des jeux en bloc, j'ai joué Fantasy en masse, j'ai adoré ça, c'était cool. Ma première expérience de 40K, ok, c'est un peu bizarre, ça a l'air skirmish, mais ça ne l'est pas. J'avais joué à Lord of the Ring, c'est pas mal plus skirmish. On se déploie en unité, mais on joue de façon individuelle. Oh mon Dieu, ok, c'est vraiment différent. 40K, 5e édition, je vis des mauvais moments. Parce que j'étais vraiment comme, ok, pourquoi est-ce que mes gars ils sautent puis Méphiston meurt avec tout le monde? Genre, Chris, c'est Méphiston. Méphiston, il fait pas juste se sauver puis mourir. Ça n'a pas de sens. Fait que ces affaires-là faisaient pas de sens pour moi. Mm-hmm. Or, la 6e édition, on fait un nouveau jeu. On fait un nouveau jeu plus cinématique, plus violent, plus rapide, plus ci, plus ça, Vance Pepperoni. Je veux dire, on y va. Je sais, c'est mon expression. Je sais pas. Attends, quelle édition, ça? 6e. Pas la Fait que 8e? 6e. Ouais, attends. 6e, ils prennent ce qu'il y a dans la 5, Ouais. puis là, ils te l'assaisonnent. Oh. Fait qu'on revend. Ouais, on revend pas tout à 100%, mais clairement qu'on n'a plus le feeling qu'on avait dans la 5e. Et le but de l'assaisonnement, c'est de te raconter une histoire cinématique différente. 7e, on corrige des affaires de la 6e. J'avais beaucoup aimé, moi, ça. J'avais beaucoup aimé cette partie-là. Ce que j'aimais moins de la 5 était décrissé, puis ce que j'aimais était resté. La 8, tout d'un vidange. On repart à zéro. J'ai adoré la 8. J'ai bien aimé ça. Je trouvais qu'il y avait des affaires qui avaient du sens. C'est des affaires que j'étais comme... C'est comme pas trop clair, mais c'est différent de la 7. Mais c'était cool pareil. J'avais l'impression de réapprendre un nouveau jeu comme tout le monde. Et ça, c'était très winner. Quand je travaillais au magasin, j'avais vraiment l'impression que les gens disaient... T'avais les vieux de la vieille, qui disaient c'est pas comme l'autre d'avant. C'est tout à fait correct. Mais qui adhéraient pas au nouveau. Il y en avait vraiment beaucoup qui adhéraient au nouveau puis qui avaient le goût de jouer à cela parce qu'ils n'avaient pas l'impression de devoir embarquer avec 8 livres. Plein d'FAQ. Plein d'affaires. Age of Sigmar, même affaire. Fantasy, très difficile de enroll des gens à la 8e édition parce que le jeu, ça fait longtemps qu'il est sorti. Quand ils checkaient leur codex, je me rappelle très bien, là, les joueurs Beastmen ouvraient leur codex, ils faisaient genre 2008. Quand est-ce que mon nouveau livre sort? Bretonien, 2003. Quand est-ce que mon nouveau livre sort? À quand le nouveau? Puis quand le nouveau livre sortait pour certaines armées, t'avais ça. T'avais genre le livre des ogres, que les gens étaient comme « Ouh, cool! » Le livre des Tomb King « Ouh, cool! » Le livre des High Elf et Dark Elf « Oh my God, c'est bien fort, ces deux livres-là! » T'avais comme 2 ligues de livres. C'était dur de se retrouver là-dedans. C'était dur de trouver une expérience balancée pour tout le monde. Sort Age of Sigmar, tout le monde est pareil.
On est tous à la même place. On a refait des War Scrolls, on a refait un nouveau livre de règles, on a refait ci, on a refait ça, il n'y a plus de points. On a tout mis dans les vidanges. Ça, j'ai trouvé ça le fun. J'avais l'impression, encore une fois, de recommencer à la même place que tout le monde, puis maintenant, j'allais avoir la même expérience que tout le monde. Ouais, puis là, c'est un bel exemple aussi pourquoi on est retourné à Warcry. Parce que Age of Sigmar est rendu avec beaucoup de changements plusieurs années plus tard. Ouais. Que on recommence à avoir un peu le même, en tout cas moi, le même sentiment que j'avais avec Warhammer Fantasy Battle à la fin. J'ai plus envie de lire toutes les règles. Je comprends plus tout c'est quoi qui se passe, c'est comme trop d'options. Puis là, t'es comme, tu me mets le nouveau shiny stuff. Ouh! Je peux apprendre les règles en 15 minutes. I like this. Je peux m'arranger avec ça. Je peux me faire des scénarios. Tu sais, parce que mon cerveau aime ça, la simplicité, pour être capable. Tu sais, pour setuper une game, on en a déjà parlé un peu, mais tu sais, on veut setuper notre scénario, trouver le bon moment pour le faire, se déplacer pour aller le faire, peinturer nos trucs, les décors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis là, en plus, t'es comme, ah oui, c'est vrai, faut que j'apprenne les règles. Mais on l'a vu qu'avec Age of Sigmar, c'est pour ça qu'on joue de moins en moins de games de ça, versus le début. Donc, ça dépend de chaque personne, mais c'est un fait que plus un jeu est facile et d'accès pour tout le monde, que tout le monde peut y trouver son compte, plus tu as de chances que le monde embarque, selon moi. Ça veut pas dire que tout le monde va embarquer, parce qu'il y en a qui vont vouloir une expérience plus compliquée, plus de granularité, plus de ci, plus de ça, puis c'est correct. Mais c'est sûr que d'un point de vue complètement de design, puis d'être capable d'approcher le plus de gens, ben c'est pour ça que n'importe qui, à la base, va y aller avec le plus simple, entre guillemets. Puis on le prouve avec Warcry, qu'on aime beaucoup de ce temps-ci. Pas parce qu'il n'y a pas de règles ou que le jeu est trop simple, que tu peux pas avoir de fun, que tu peux pas faire des scénarios, que tu peux pas faire du narratif. C'est vrai, ben oui. Moi, ça fait 2 fois que je joue à tapocher un ver de terre géant que je sors du sol, puis jamais eu autant de fun. Content. Je suis encore content. J'ai même refait 2 fois le scénario par hasard, puis ça n'a pas du tout donné la même affaire, parce que là, la deuxième fois que je le faisais, c'était très drôle, parce que c'était avec Jean-Sébastien, je l'ai fait, justement. Moi, j'avais déjà vécu ça, puis lui, en plus, il y avait des Stormcast. Fait que lui, il était comme, ben, je vais m'approcher du gros verre, je vais le tapocher. Puis moi, j'étais comme, moi, m'en va loin de ça. Je vais mettre pas proche. M'entendre qu'il tapoche tes Stormcast. Après ça, quand il va avoir tapoché, moi, je vais y aller. Puis là, je vais tapocher le verre de terre le plus que je peux pour essayer de gagner. Ça va marcher. Parce que des Stormcast, c'est vraiment fort. Mais, tu sais, c'est le fun, les trucs SCP. C'est des règles simples qu'on a prouvé beaucoup de fois, qu'on peut apprendre au monde en un tour de 15 minutes. Une demi-heure, 45 minutes, si tu prends vraiment le temps de tout expliquer. Mais logiquement, tu peux un petit peu garrocher ça, puis le monde, en 1 ou 2 tours, ils ont compris le jeu. Fait que c'est ça. En tout cas, mon opinion. Effectivement, il y a une mince ligne entre trop de règles, pas assez de règles, simple, pas trop simple, option, pas d'option. Après ça, chaque personne peut y trouver son compte, mais c'est un fait que quand tu veux, comme ta prémisse un peu au départ, tu disais, quand tu veux être capable d'atteindre le plus de gens, puis là tu dis c'est quoi les règles que je ferais, ben c'est sûr que d'y aller à la plus simple expression pour aller, je pense, cristalliser c'est quoi tu veux que ton jeu, comment qu'il joue, c'est quoi le feeling, c'est quoi l'émotion, c'est peut-être pas le bon mot là, mais c'est quoi que tu veux transmettre avec ton jeu. Ben, plus tes règles sont simples, plus tu vas pouvoir focusser là-dessus dans ton design, puis plus après ça, tu peux build up là-dessus, tu sais. Tu peux le complexifier. Mais je pense... Puis on l'a tout fait un peu, tu sais, on a tout, je pense, que ça soit avec nos Lego ou avec n'importe quoi dans la vie, voulu se patenter des jeux, des trucs, des affaires, des règles. Tu sais, on est tous des gens qui aiment les wargames, puis on a toutes la même tendance, je pense, au départ, tu sais. On part dans 1000 directions, puis là, tu te rends compte que même pour toi, c'est trop compliqué. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Moi, je veux gérer les sauts, les quadruples sauts arrière sur la muraille. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu te rends compte que tu t'enfarges dans 10 000 exceptions, mettons. Mais là, toi, tu disais que Richard, lui, ce qu'il dit dans son article, c'est que les gens, ils veulent reconnaître une certaine expérience qu'ils connaissent déjà. Donc, quand on prend tout et qu'on le met dans les vidanges, qu'est-ce qu'on crée, selon lui? Ben, lui, il donne un exemple de quelque chose qui est familier, qui me semble est dans toutes les versions que tu as nommées, Kevin, puis même de ce que tu as parlé, Phil. Dans son jeu Chain of Command, il utilise un D6 pour déterminer le résultat d'un tir. Ouais, ça c'est
une mécanisme qui se trouve dans tous les jeux de Game Workshop, puis dans la plupart des jeux de Wargame. C'est doudou connu, là. Ouais. Mais c'est une familiarité. Un hit roll. Oui, c'est ça. C'est une familiarité qui fait qu'un joueur peut passer de Warhammer 40 000 à Chain of Command, puis là-dessus, il ne sera pas dépaysé. C'est vrai. Ça, c'est un autre exemple parce que souvent aussi, quand tu regardes différentes compagnies, puis c'est louable aussi, puis des fois, ça donne des bons résultats, mais tu te dis, il y a aussi l'option, les gens souvent vont se dire, OK, mais moi, je veux pas faire comme un tel. Mais ça peut donner des bons ou des mauvais résultats, parce que des fois, justement, comme Richard il dit, pour pas vouloir faire comme quelqu'un d'autre, tu vas dénaturer quelque chose que veux pas, les gens sont habitués à faire d'une manière X, avec un D6, mettons, comme tu dis. Puis là, tu le joues, puis t'es juste comme moi, mais pourquoi je suis pas juste en train de lancer un D6? Tu sais, des fois, tu veux être original, mais de la genre d'originalité forcée, on l'a tous vécu dans différents jeux qu'on peut avoir essayé, ça donne pas toujours des bons résultats. Tu sais, fait que je pense qu'il y a raison là-dedans. Encore là, si tu veux atteindre le plus de monde, vas-y dans quelque chose que les gens vont se sentir à l'aise. Puis après ça, au pire, rajoute d'autres trucs différents pour ta touche à toi, ta couleur. Mais c'est ça. Je pense que, comme tu dis, Games Workshop, c'est eux quand même qui représentent une grosse partie de ce marché-là, de ce type de jeu-là. Puis tu garoches des D6, puis quand tu veux toucher quelque chose, tu as un niveau de difficulté qu'un D6 a un succès. Ouais. Fait qu'en partant, si tu utilises ça, ben tes joueurs de Warhammer vont peut-être. Puis on est le bel exemple là-dedans. Là. Moi, surtout, j'en parle souvent dans les dernières années. T'sais. Mon cerveau a une limite avec mon temps du nombre de jeux différents que je veux apprendre. Si ton jeu, il y a des recoupements et des similitudes avec, exemple, moi je joue à du Games Workshop avec du Games Workshop, ben t'as plus de chances que je joue à ton jeu. Fait que je pense que c'est un bel exemple. Que si tu me dis, ouais, non, c'est des dessins, puis là, faut que tu aies un double. Tu sais, ça a l'air cool, mais pas le temps. Lance 5 dessins, 3 jaunes, 2 rouges, puis des fois tu rajoutes un vert. Ouais. Puis tu sais, là, c'est un segue que je fais, mais tu sais, quand j'écoutais un peu, quand on avait recommencé plus à jouer à des jeux de rôle, j'écoutais des podcasts de gens de jeux de rôle, puis il y en avait beaucoup, ils essayent tous de se faire un jeu, genre. Puis là, des fois, tu t'es écoutais, puis t'étais comme, OK, c'est parce que tu veux juste pas faire le système de Wizards of the Coast qui est un D20, puis t'as un niveau de succès. Tu comprends? Mais là, t'es en train de ficher pour trouver un. Ça va être genre 3D6, puis là, t'en gardes 2, puis là, tu lances un D20, là, t'es comme. Pourquoi tu lances juste un D20? Ah, parce que tu veux pas utiliser le D20 system, il faut que tu payes des royautés. Chill. Mais tu pourrais aussi, toi, si ton idée à la base, c'était un univers différent, tu pourrais juste utiliser le même système, puis là, focus sur ton univers, tu sais. Là, après ça, il y a des gens que c'est juste leur désir de design, fait que ils sont très conscients de ça, mais c'est un autre bel exemple. Il y a beaucoup de gens que des fois, ils sont pas conscients que la familiarité, oui, t'es pas nécessairement original, mais tu peux être original sur d'autres affaires que les trucs qui vont attirer tes gens. T'sais. Comme tu dis, pourquoi garocher 12 dés pour faire un jet pour toucher? Utilise des D6 comme Games Workshop. Tu risques d'avoir des recoupements. Ouais. Oui, mais c'est ça. Lui, il est parti d'un système Silent, ce qui fait partie de l'ADN du hobby, donc le jet pour toucher. Puis sa touche à lui, ça a été de rajouter un aspect Command and Control, commandement et contrôle, où les officiers ont une fonction dans comment tu vas pouvoir donner tes ordres puis faire agir tes unités. Ça, c'est son assaisonnement à lui, dans le fond, son jeu. OK. Puis là, ça, c'est drôle parce que ce qui se rapprocherait le plus de ce type d'unité-là, dans 40K, mettons, c'est les Imperial Guard, puis dans AOS, les Cities, ils ont introduit, depuis une couple d'éditions, ils introduisent les ordres des personnages. Donc, tu sais, tout est dans tout. Il parle rapidement des playtests. Il s'attarde pas trop à ça, mais il dit que c'est vraiment pertinent dans le sens où des fois tu commences, t'es sûr d'avoir une idée super brillante. Là, tu fais tes playtests, quelqu'un « Ouais, mais moi j'ai déjà vu ça dans tel autre jeu. » Ouais. Fait que ça vaut la peine de playtester puis d'essayer d'aller large. Surtout si l'objectif c'était je veux faire vivre quelque chose de différent qui n'existe pas encore parce que Il dit c'est le fun de le savoir au début parce que tu passes pas 2-3 ans à travailler là-dessus pour après ça t'en rendre compte. Ben oui, parce que quelque part, tu as un niveau d'énergie qui est pas infini. Là. Mm-hmm. Quand tu crées un système de règles et tu veux le playtester en plus, ça serait bien que tu mettes ton énergie à bonne place. C'est clair.
La publication, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit c'est plus simple qu'auparavant parce que si tu as les bonnes compétences, maintenant, tu peux t'auto-publier. Puis tu peux le faire sous forme de PDF. OK. L'avantage, c'est que tu as plus de liberté, tu contrôles tout. Le désavantage, c'est que tu as moins de reality check que si tu as un éditeur. C'est vrai, ça a du sens. Quelqu'un qui a de l'expérience a déjà avoir fait ça, publier des affaires, c'est sûr que, comme tu dis, là, un reality check, ça peut pas faire de tort. Oui. Par contre, c'est ça, l'éditeur, lui, il va venir avec des contacts, il va pouvoir te faire de la pub. Donc, plus de chances d'avoir une large distribution. Puis moi, je trouvais que Osprey, c'était un bon exemple, justement, là, pour les gens qui faisaient des règles. Ash a fait un système de règles qui a été publié par Osprey. Toute la série de Joseph McCullough, qui faisait Frostgrave, tout ça, publié par Osprey. C'est vrai. Sauf que, et ça, je trouvais ça intéressant qu'il le nomme, parce que souvent, on s'en revient dans nos discussions de Game Workshop, là, l'éditeur, lui, ce qu'il va regarder, c'est pas juste si ton jeu est cool puis il est bon, c'est est-ce qu'il y a une viabilité commerciale à ton jeu. Ouais. Parce que lui, il faut qu'il le vende, lui, il faut qu'il paye son staff, il faut qu'il paye il faut qu'il paye son espace de rangement et tout ça, là. Ben parce qu'à quelque part, si tu veux vivre de quelque chose, c'est pas le même mindset, c'est pas la même boîte à outils que si tu veux juste avoir du plaisir avec. Ouais. C'est pour ça que d'avoir des gens qui ont un mindset business avec des gens qui ont un mindset de création, quand c'est pas la même personne, c'est super important parce que si tu as juste un mindset business, mais tu n'as pas d'idée et il n'y a pas de créativité, ben cool, va travailler dans les banques. Mais si tu as un mindset de créativité, tu es prêt à vivre dans la rue, c'est bien correct aussi. Mais il n'y a personne qui va jouer à ton jeu, là, comme on va se le dire tout de suite. Fait que prendre les moyens du succès pour pouvoir l'atteindre, c'est aussi super important. Puis de t'allier à des bonnes personnes, ça fait toute une grosse différence. Ouais. En termes de revenus, l'autopublication, tu vas avoir 100% de ton revenu, mais tu vas 100% tout gérer. Tu vas 100% avoir tout le risque. Oui. 100% de zéro, ça. Mais tu sais, il faut que tu fasses ton site web, il faut que tu... 100% de moins 1000. C'est ça. 100% de moins 10 000. Si tu le fais imprimer, en plus, tu fais une version physique, là, c'est toi qui assumes les coûts et les risques, comme tu disais, Phil. Une autre option, c'est les répertoires en ligne. Là. Ils appelaient ça les Online Repository. Puis dans le Wargame, il y a Wargame Vault. Ouais. Qui le fait. Puis là, ce qu'il dit, c'est que tu vas avoir 65 à 70% du revenu, ce qui est quand même pas pire. Ben oui. Mais tu n'auras pas de pub ciblée, puis tu vas être noyé dans des milliers d'autres produits. Fait qu'il y a quand même toi qui dois aller puis faire mousser ton jeu par toi-même. Est-ce qu'il parle de Kickstarter? Non, il parle pas de Kickstarter, franchement. Parce que moi, tu vois, c'est ce qui me vient en tête. On parle de prendre des risques financiers, d'accord. Le jeu de rôle, là, tu le mets en PDF. Là. Ben, il n'y a pas de distribution à faire. Tu as besoin d'un site web où tu peux hoster ton PDF. Ouais. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va éditer ton PDF, tu sais, qu'il n'y ait pas trop de fautes dedans. Que le layout soit professionnel, tu sais, que ça a l'air de quelque chose que d'allure. À la limite, c'est boboche, puis tu le sais, là, mais bon. Mais il n'y a pas de distribution d'imprimerie. Non. Pas besoin de faire de maison spéciale. Pas besoin d'avoir affaire à quelqu'un. Tu vas être noyé dans 12 millions d'affaires aussi. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, Dante's Inferno, là, celui que j'ai acheté, là, le jeu de rôle, là, avec le D20, là, c'est pas affilié à Donjon Dragon pantoute, là, mais ils utilisent le système de Donjon Dragon. Fait qu'ils utilisent le système de 5e édition. Fait que j'imagine qu'ils ont payé des royautés pour ça. Ils font des liens dans le livre avec les races qui existent, avec les classes qui existent, oui. Puis après ça, ils te mettent tous leurs petits assaisonnements pour garder le sujet. Tous les petits assaisonnements pour chacune des classes. Chacune des classes, le Wizard a un assaisonnement spécial dans Dante's Inferno. Le Sorcerer, le Priest, le Guerrier, le Paladin, le Monk, whatever. Tout le monde là-dedans a son petit assaisonnement spécial. Mais tout ça, c'est parti d'un Kickstarter. Si le Kickstarter n'avait pas fonctionné, il n'aurait pas imprimé les livres. Les gens qui ont participé au Kickstarter, il y avait déjà la version digitale. Moi, j'ai reçu mon livre, j'ai un code dedans qui me donne la version digitale du livre. Et là, oui, Games Workshop, si tu m'entends en français, tu t'appelais un code pour me donner accès à des Christie de datasheet, là. Peux-tu me donner mon livre? Je l'ai payé.
sais, si quelqu'un comme Dante's Inferno peut t'imprimer un livre puis te le donner, si Soulbound peut t'imprimer un livre puis te le donner, pourquoi pas le codex? Parce qu'on a peur de copier des affaires? Je peux screenshot des détachés puis te les envoyer si tu veux. Ça m'étonnerait que les gens prennent des photos du lore pour pouvoir te l'envoyer, là. Je pense pas que les gens piratent pour le lore, Christy. Fait que tu me donnes exactement ce que les gens piratent. Fait que je vois pas où est le problème de me donner mon livre. Mais bon, je m'excuse, c'est mon éditorial. Et que là, t'as-tu été chercher ton PDF? J'ai pas été parce que j'en avais pas de besoin à ce moment-là, mais c'est clair que je vais aller le chercher. Parce que à la limite, les Kickstarter de Wargame et de jeux de rôle, de jeux de rôle que j'ai fait, souvent, quand il y a une version PDF, ils passaient par Drive-Thru RPG. Ouais. Puis les Wargame Vault. Fait qu'ils passaient quand même par des répertoires en ligne pour te donner ta version PDF. Ben, je serais pas surpris qu'ils passent par Drive-Thru parce que c'est par là que Soulbound passait aussi. Ah. Fait que je serais pas surpris que ça passe par là. Mais ça reste qu'ils se sont financés, donc le risque financier était moins grand vu que c'est crowdfunded. Crowdfunded. Ouais. Fait que tu vas chercher un peu l'entre-deux, je pense. Tu vas pas chercher une maison d'édition, mais tu vas chercher une certaine visibilité à travers ça. Si les gens veulent bien te backer. Tu sais, Turnip 28, ça s'est fait tout seul. Duncan vient de sortir sa nouvelle gamme de peinture. Ça, c'est très bien fait. Fait que je pense que quand tu te fais un nom dans l'industrie et que tu proposes un produit qui est intéressant, les gens se le reconnaissent. Les gens, ils embarquent, ils en parlent sur les médias sociaux. Fait que ta pub se fait de façon organique par les autres. Oui. Puis tu deviens, à la limite, mettons comme Duncan, ben ça devient un peu comme le Nike de la peinture. Est-ce que c'est... Tu sais c'est qui? Tu parles de la peinture, tu parles... Bon, là, on pourrait dire Games Workshop comme étant un exemple, là, mais mettons, à part de ça... Tu sais, des compagnies comme ProAcryl, puis toutes ces affaires-là, tu sais, combien de compagnies de peinture ont été cool durant un an, puis ont disparu après? Tu sais, la saveur de l'année, là, on peut toutes les nommer. Fait qu'autopublication, 100% des revenus, répertoire en ligne, 65 à 70% des revenus. Et si tu vas vers l'éditeur traditionnel, ce qu'il nous dit, c'est autour de 10%. Ça peut aller aussi bas que 5%, ce qui n'est pas énorme. Puis des fois, même c'est une somme forfaitaire. Fait qu'ils vont te dire, on va te donner X montant, puis c'est ça que tu as. Point. Peu importe la quantité que tu vends, c'est ça que tu vas avoir. Ben ouais, la somme forfaitaire, ouais, c'est ça. Okay. Mais tu vas avoir plus de support, fait que tu payes pour ton support. Puis ben tu peux pas si ça marche bien avec un éditeur traditionnel, tu vas potentiellement vendre plus de copies. Fait qu'il dit peut-être que tu vas rattraper une partie de ton revenu que si tu l'as fait tout seul parce que tu vas avoir un plus gros volume de vente. Ouais, c'est logique. Sur le document final, c'est des points très intéressants où il nous dit, après l'écriture, les réécritures, le résultat que tu vas avoir, c'est un ramassis de texte qui va nécessiter un travail d'édition. Puis le designer que tu es va tellement avoir passé de temps dedans, à travailler dedans, que tu ne seras pas capable de t'auto-éditer à ce moment-là. Là, il parle bien de l'édition du texte, l'édition manuscrite. Ouais. Et que ça te prend quelqu'un qui va te relire. Fait que si tu n'as pas un éditeur classique, il faut que tu trouves des amis ou un collègue qui va le faire pour toi. C'est une étape clé, selon lui, dans la conception d'un produit de qualité. Parce que c'est là que la personne va prendre tout ça, puis va lui donner forme, puis s'assurer que l'information soit mise au bon endroit, puis soit lisible. Puis on a déjà vu des livres de règles où là, tu lis, ça fait du sens quand tu lis d'une couverture à l'autre. Et qu'après ça, quand tu essaies de jouer avec, là, tu cherches tes règles. Ça, c'est pas le fun. Là t'es-tu en train de parler du club de lecture de Laurus Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est pas clair? Ou est-ce que les règlements se trouvent? Puis là, il faut que tu les cherches un peu, puis c'est pas du tout naturel? Je pense que c'est pas catastrophique comme travail d'édition, l'hérésie. Non! Mais effectivement, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, mais effectivement, il y a peut-être un travail, il y a peut-être une amélioration possible sur comment retrouver les choses. Là. Ce qui, encore une fois, nous dit que l'édition est un moment capital. Ouais, fait que 15 Shop, trouvez-vous des amis? Ouais, c'est ça. Ça prend quelqu'un pour éditer ton livre?
Non, mais sans farce, je Oui. pense que, comme tu dis, c'est pas catastrophique. Mais ça reste que combien de fois où est-ce qu'on s'est dit ça, c'est dans tel livre, c'est dans tel livre. Puis après ça, j'entends les auditeurs et les auditrices dire non, non, mais moi, je vois une trentaine de games, je sais c'est qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Là. Oui. Es-tu obligé de tomber sa face 30 fois pour pouvoir réaliser c'est quoi l'erreur que tu as faite? À un moment donné, tu le sais qu'il faudrait que tu attaches tes souliers. Tu as raison. Mais ce serait quand même le fun que j'avais pas besoin de chercher 30 fois la même arme et où pour pouvoir finir par m'en rappeler. À quelque part, la job de l'éditeur, c'est de s'assurer que la vision du produit est naturelle pour le client. Oui. Ce qui me donne envie d'y retourner. À la place de je vais essayer de l'apprendre par cœur parce que c'est vraiment un chiard chercher là-dedans. Ben comment, ça nous est tous arrivé là, de faire quelque chose pour les autres. Nous, ça fait plein de sens, c'est super logique. La minute que tu le passes à ton ami, fait comme, ouais, je trouve pas ça. C'est où ça? Pourquoi tu l'as mis de même? Ouais. C'est juste un autre regard, une vision différente sur comment l'information est placée. Là. C'est à partir du moment où tu te le fais faire une fois et que tu réalises que là, à partir de maintenant, toutes les autres fois que tu vas faire un travail qui va devoir être vu par quelqu'un d'autre, tu as le choix entre être cette personne-là qui rend la chose difficile pour tout le monde ou qui rend la chose facile pour les autres. Donc, peut-être pour toi par après. Ouais. Autre conseil intéressant, les livres, la présentation est super importante. Depuis, à une époque, les livres de règles, c'était que du texte en colonne, tout pogné. Dit ce temps-là est fini. Maintenant, il y a de plus en plus d'images de figurines, d'images de bataille, mais aussi d'images explicatives. Puis avec du texte qui respire, qui est plus facile à lire. Il dit, allez voir ce qui se fait. L'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Allez voir ce qui se fait et essayez de faire aussi bien. Quand vous regardez les livres qui sont bien écrits et qui respirent. Fait que lui, il est pour genre le scratch and sniff. Le scratch and Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te laisse imaginer ce que tu veux. Non, ça sentait pas bon. Alors, mais Kevin a un esprit déviant. Là, tu scratches, puis là, ça sent Attelle Lorraine. Ah! Ouais, c'est pas là que t'étais allé. Hein. Lui aussi, il comprend. Oui. Non, mais attends, c'est super intéressant ce que tu dis. La lame apparaît bien sur cette caméra-là. Ouais, hein? C'est cool ta figurine, mais là, je viens d'avoir un flash, Kevin. Ok, je m'excuse. Vas-y. Non, mais je reviens dans l'autre épisode qu'on a enregistré, je parlais que j'étais à un sommet d'expérience client. Et il y a un gars qui est parti un magasin, parti une business, qui est venu nous parler. Puis ils ont développé une odeur spécifique pour leur magasin. Ça fait partie de l'ambiance du magasin, cette odeur-là. Ben oui. Fait que Scratch and Sniff Attelle Lorraine. J'ai une odeur de magasin que je veux pas. Avec un mot pour le décrire, je vais pas l'utiliser. Là, on l'a tous déjà vécu trop une fois. Non, mais quand je vous ai déjà parlé de Clenche en études que j'ai créé au travail avec mes collègues. Là. Dans le fond, c'est une séance d'études pour les étudiants. Puis la première fois quand on l'a fait dans un point de vue objectif très simple. Tu amènes tes trucs, tu viens étudier. Nous, on prodigue le chronomètre puis la musique d'ambiance. Puis, on organise le travail en période de 25 minutes. Fait que, première période de 25 minutes de travail, let's go, on travaille. OK, excellent. Pour ça, je reprends le micro. OK, tout le monde, on a fini la première période de 25 minutes de travail. On fait un petit 5 minutes de pause. Sortez vos selles, allez voir vos amis, venez nous jaser, blablabla. Puis, c'était ça la formule de base. On avait peut-être 4 personnes qui venaient. Là, on était comme, ça va être rough. On se dit, c'est la première fois. On le fait une deuxième fois. Moi et mon collègue, on fait ça en tag team. À ce moment-là, on était 2 qui l'animaient en même temps. C'était comme, ils sont 10. C'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais c'est correct, c'est tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Puis là, je me suis assis avec mon collègue qui s'appelle Bruno. Je dis, mais Bruno, moi, je me rappelle qu'il y avait des heures précises quand je travaillais au Vidéotron où est-ce que je faisais du popcorn. C'était à l'heure de pointe. Parce que ce que je voulais, c'était que les gens rentrent dans le Vidéotron, ils sentent le popcorn, ils se sentent chez eux. Ils sentent confortables, ils sentent qu'ils sont à un endroit spécial et ils viennent consommer ici. Puis après ça, à chaque fois qu'ils vont sentir du popcorn, ça va leur donner envie d'aller voir un film. Ça va leur donner envie, c'est l'expérience cinéma. On pourrait faire la même affaire. Café, popcorn.
Ça sent le café, ça sent le popcorn. Si c'est ça, c'est clenche ton étude. C'est simple de même. Puis pour vrai, ça marche tellement qu'on est rendu à 60, 70 personnes toutes les semaines quand on le fait. Puis tout ça, selon moi, c'est grâce au popcorn. T'en parles, j'ai le goût d'aller en manger. Moi aussi. Mais c'est fou à quel point est-ce que d'utiliser les sens de la personne pour s'attacher à un beau moment, ça fait toute la différence. David, je reviens dans le sujet. Oui. Quand tu nous parles que tu vas chez ta mère dans le bois, là, Oui. Tu vois des collines. tu nous parles du terrain, tu nous parles du bois, tu nous parles de... Tout ça, tu nous parles pas de l'odeur. Mais clairement que ça doit venir dans l'expérience. Tu sais que tu es rendu chez ta mère à ce moment-là parce que ça sent pas pareil comme à Hashtag. Ça sent pas pareil comme à Verdun. Ça sent pas pareil comme au centre-ville. Fait que, c'est ça. C'est mon parallèle pour revenir dans ce que tu disais. Puis ça, tu sais, les meilleures règles dans un livre noir et blanc, sans images, ça accotera pas des règles moyennes, mais dans un livre coloré avec des belles images qui te font imaginer les batailles qui vont avec. Là. Ben, prends ton vieux livre de Bretonnier de 2003 puis prends ton nouveau livre de The Old World. T'as des images de noir et blanc là, dans The Old World. Là. Ouais. T'en as. Mais il y a quand même des belles images de figurines en couleur. Puis t'as des belles images. Prends le livre de 2003 puis mets juste du noir et blanc dedans. Déjà que le livre, il date de 2003. Là. Mais en même temps, tu l'aides vraiment pas si tu mets juste des couleurs de noir et blanc. Là. Segway sur le fait que la nostalgie puis moi, ça va pas ensemble. Mais ouais. Fait que finalement, il dit que c'est important de faire connaître ton jeu. Encore une fois, là, c'est un endroit où l'éditeur peut vraiment t'aider parce que lui, il a encore une fois des contacts. Mais lui, dans son cas, il a fait sa propre maison d'édition, donc Too Fat Lardies, puis Reiswitz Press. À chaque fois que tu dis ça. Ouais, c'est... ça griche un peu. Il dit que ça a pris des années avant que des magazines comme Wargame, Soldier and Strategy écrivent des articles sur ces jeux. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils réussissent à avoir une table d'exposants dans les conventions majeures. Mais qu'à force de travail et à force de le faire, ça a marché, puis c'est comme ça que c'est fait connaître. Là, pour ceux qui n'ont jamais acheté ou qui n'ont jamais fait affaire avec Too Fat Lardies, là, c'est Richard Clark qui fait ton paquet. Il reçoit ta commande, il fait ton paquet puis il te l'envoie. C'est lui qui te répond s'il y a eu un petit problème, un petit pépin. Il dit « OK, pas de trouble, je vais t'envoyer ce qui te manque. » C'est lui qui gère. C'est lui qui fait tout. C'est ça. À la mitaine chez eux. Quand même. Puis il a déjà expliqué dans une entrevue, il dit, je pense qu'il avait essayé de vendre à des magasins. Puis il disait, c'est difficile parce que le prix auquel je leur vends, ils feront pas assez de profit pour que ça aille la peine pour eux. Ouais. Puis en même temps, moins de contrôle sur l'expérience client. Ouais. Fait que lui, il peut vraiment se permettre de pouvoir dire comme, moi, je me suis assuré que dans ta boîte, il y ait ça, puis s'il y a une erreur, c'est de ma faute. Oui. Aussi. Fait que je vais pouvoir assumer. Fait qu'au final, il conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois d'écrire ses propres règles, même si ça va finir dans ta bibliothèque puis tu vas jouer avec 3-4 de tes amis. Il dit que c'est une expérience qui est très difficile, mais qui est une expérience ardue, mais qui est vraiment le fun au final. Ben, je trouve ça quand même drôle parce que créer tes propres règles, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit, comme Phil disait tantôt avec les Lego puis tout. Puis ça devrait pas être quelque chose qui est une compétition, tu sais. J'ai-tu fait la meilleure règle? C'est pas obligé d'être ça. Si tu veux en faire une business, oui, s'il te plaît. Si tu veux en faire une business, assure-toi de remplir ton objectif. Ton objectif devrait être, comme on parlait tantôt, tous les critères un peu que Richard donnait, c'est une très bonne idée. Mais si toi et tes chums, vous voulez créer des règles, là, la règle maison est une très bonne règle aussi. Là. Il y a moyen d'avoir du plaisir à essayer de créer des règles. Je donne un exemple. Il y a plein d'événements à travers le monde qui créent des règles spéciales pour certains personnages ou pour certaines unités ou pour... Prends le livre de l'Horus Heresy qui est sorti là, pas super longtemps, là, qui était le Exemplary Battles. Oui. C'est juste des unités spéciales qui représentent un petit moment dans l'univers de Warhammer Horus Heresy. C'est une sorte d'unité dans une sorte d'armée
dans un seul moment où est-ce qu'ils ont shiné de vraiment spécial. Évidemment, t'as tout le monde qui va les regarder et qui va les comparer avec d'autres affaires. Faire comme, ben, c'est pas bon, ça. Si tu compares avec telle affaire, puis tu mets telle affaire, bon, ok, ta gueule. Mais si tu comprends le principe de pourquoi est-ce que ça existe, c'est. Eux autres, c'est-tu les Silver Bayonet? C'est-tu les Silver Bullet? C'est l'équivalent de dire, ça, c'est ma A-team. Okay. Ça, c'est ma team spéciale, que dans ce moment-là de l'histoire, c'est ça qu'ils représentent. Est-ce qu'ils ont besoin d'être compétitifs avec des règles qui sont meilleures ou pires ou de toutes les autres? Non, il existe en eux-mêmes quelque chose d'un peu spécial pour ce moment-là dans l'univers. Ben, ça, n'importe qui peut faire ça. T'as pas besoin d'attendre après Games Workshop pour pouvoir dire, moi, mes Destroyers Ultramarine, ils ont droit à telle affaire spéciale parce qu'ils ont des munitions spéciales pour pouvoir tuer des Alpha Legion. Cool. Cool, vas-y. Sais-tu quoi? V'là 20$. Bravo. Comme, t'as le droit d'avoir du fun pour pouvoir faire ça. T'es pas obligé de faire les meilleures règles de l'univers. C'est pas obligé de quelque chose de stressant. Ça peut être juste le fun. Fait. Puis, ben, l'exemple que je voulais donner, c'est on avait l'Horus Hérésie, mais il y avait un... je pense que c'est avec Julie qu'on en parlait dans l'entrevue, où est-ce qu'elle elle disait justement qu'à un moment donné, créer des règles, ça devient un petit peu complexe parce que tu deviens un petit peu comme, est-ce que je réponds à qu'est-ce qui nous manque dans ce supplément-là? Quel genre de stratégie? Quel genre de... Quand on regarde toutes les sphères de la guerre, est-ce qu'on les représente tous? Ouais. Donc là, on a un agenda de représentation, plus qu'un agenda de narratif ou de créer une règle qui a du sens. On essaie de la faire pour qu'elle fait du sens, mais en même temps, parce que notre besoin premier, c'est de représenter quelque chose. On essaie d'avoir on a un besoin de représentation. Combien d'années est-ce que les gens se sont battus à avoir des white scars qui aient du sens dans Warhammer 40 000? Combien de gens ont explosé quand ils ont sorti la Battle Force des white scars et qu'il n'y avait pas de moto dedans? Ouais. Ou plein de motos dedans, mais le leader, il n'y en a pas. Tout ça, c'est des affaires vraiment simples. Tu peux créer des règles vraiment cool. Tu peux juste les mettre dessus. Pas obligé de faire quelque chose de complexe avec ça. Ouais. Je me sentais obligé de représenter le fait que une business. Ouais, c'est ça. Mais gardez en tête, quand on fait une règle, le défi, c'est que tout le monde veuille la jouer. Oui, ben oui. Oui. Ouais, c'est ça qu'il a dit au début. Oui. Mais quand tu as fait le scénario, c'était ça. Quand on a fait le scénario pour le Grand Clash, on a fait des règles pour les personnages. Puis je me rappelle qu'on s'était assis, tout le monde, David, tu étais comme, OK, ça, c'est-tu too much? Ça, ça sert-tu à quelque chose? Parce que si on est pour donner une règle spéciale à un personnage, dans un scénario où est-ce que tout le monde peut faire la même affaire que lui, pourquoi on y met? Puis ça, c'est un bel exemple par rapport à ce qu'il disait sur l'édition. Oui. Moi, à un moment donné, j'ai tout écrit. Oui. J'ai le nez dedans, je suis là. Fait que là, comme on en parle ensemble pour comme voir ce que j'ai pas vu ou ce que je t'avais trop le nez collé dedans pour m'en rendre compte. Là. Mais quand je faisais de l'humour, une des affaires qu'on se disait entre nous qui était le plus important, c'est que tu peux éditer tes propres textes, tu peux y travailler 20 ans si tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un d'autre le regarde pour pouvoir voir sont où les lacunes dans ton texte. Ouais. Quand tu écris une pièce de théâtre, c'est la même affaire. Puis tu sais quoi? Quand tu penses que tu as fini, puis que c'est les acteurs qui l'ont dans les mains et qui commencent à le jouer, c'est eux autres qui pédestent. C'est eux autres qui commencent à le faire et qui font comme ouais, cette ligne-là, je pense pas que je la jouerais comme ça. Qu'est-ce que tu penses si je la jouerais comme ça? Puis lui, ça y amène une autre idée. Je rajouterais ces deux mots-là, moi, après. Ou je rajouterais un soupir, ou je rajouterais ci, je rajouterais ça. C'est de l'ajustement de règles. Tu fais quelque chose qui sert de squelette, puis après ça, ben, les gens, ils vont peut-être l'amener ailleurs. C'est correct, tant mieux. Mais il faut que les gens veuillent l'utiliser. Tout ça pour venir à ça. C'est un beau segway. C'était beau? C'était tout, David? C'était tout. C'était tout. Eh bien, tabarouette. Merci, David. Ça fait plaisir. Merci à Wargames Strategies and Figurines. Presque ça. C'est presque ça. J'étais pas loin. C'est quoi déjà le nom? Wargames, Soldiers. C'est pas important, c'est quoi? Strategy. On s'en fout. Je vais pas m'en rappeler, David. Ouais. Peut-être avec l'image, ça va aller mieux. Là. Hi, Kevin. High five. Fait que Wargames Strategies. Wargrave. Ah, Wargrave, ça, j'aime ça. C'est comme Wargrave. Wargrave. C'est bon.
Wargrave Soldiers. Ils vont nous and commenter à un Strategy. moment donné. Ils vont nous commenter Un à un jour. moment donné. Ils Bon, vont ok, s'écœurer on quand on dérape. dise le nom de crush. On dérape, on dérape. Fait que c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci David. On espère que vous avez eu du fun à nous écouter encore aujourd'hui. Vous pouvez aller sur Spotify, Balado Québec. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. On a aussi un système où vous pouvez noter des épisodes. Encore une fois, ma suggestion, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre père. Mais c'est toujours le fun. Un beau 5. On a Soirée Peinture, le balado, qui est le Facebook officiel où est-ce qu'on sort les épisodes et qu'on annonce les événements. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe sur lequel est-ce qu'on fait le partage, où est-ce qu'on jase un peu avec tout le monde, où on voit vos projets aussi. On a Soirée Peinture sur YouTube. On a Soirée.peinture sur Instagram. Et on a un Linktree. Que bon, maintenant que je vous ai tout dit à quoi ça sert, je sais pas. Mais c'est pratique quand on va dessus. Tout est là. Fait allez-y. Si vous avez aucune idée c'est quoi un Linktree, c'est pas un personnage de Zelda puis un arbre. C'est pas ça. C'est un Linktree avec des links d'Internet. OK? Juste C'était beau. Je le dis, on a des gens de tout niveau de capacité technologique. Je veux être sûr qu'ils comprennent de quoi on parle. Puis ben, c'est tout. Il nous reste juste une chose à dire. David? Bonne soirée peinture. Phil? Catch and sniff. Oh my God! Bonne soirée peinture.